Bonjour à tous, je suis Laurent Dastug, je suis maître de conférence à l'université Clermont-Auvergne et au laboratoire ACTE. ACTE signifie activité, connaissance, transmission et éducation. Donc cette université, ce laboratoire se situe en France et je vais vous proposer un cours aujourd'hui qui s'intitule Éducation au développement durable et éducation physique et sportive. Ce cours est structuré en 3 parties. Dans une première partie, nous nous intéresserons à l'éducation physique et sportive et je tenterai de vous donner une définition de ce qu'est l'éducation physique et sportive. Dans une deuxième partie, on s'attardera un peu plus sur la contribution de l'éducation physique et sportive à l'éducation au développement durable. Et enfin, dans une troisième partie, nous verrons comment toutes les connaissances que j'aurai tenté de vous apporter sur ces 2 premières parties, donc sur la contribution de l'EPS à l'éducation au développement durable, peuvent alimenter votre réflexion de formateur de formateur. Nous rentrons donc dans la première partie qui est intitulée C'est quoi l'éducation physique et sportive? Avant de vous donner une définition de l'éducation physique et sportive, je souhaitais dans un premier temps lever quelques zones d'ombre qui peuvent graviter autour de l'éducation physique et sportive. Tout d'abord, on a tendance à confondre activité physique et éducation physique et sportive. Donc pour éviter ces confusions, je vais vous donner une définition d'activité physique. Donc l'activité physique comprend tous les mouvements corporels qui sont produits par la contraction des muscles squelettiques, entraînant une augmentation de la dépense énergétique au-dessus de la dépense de repos. Donc cette activité physique inclut tous les mouvements de la vie quotidienne, y compris ceux effectués lors des activités de travail, de déplacement, domestique ou de loisirs. Donc, en quelque sorte, on peut avoir une activité physique lorsqu'on passe un aspirateur chez soi, on peut avoir une activité physique lorsqu'on se déplace pour aller sur son lieu de travail, mais on peut aussi avoir une activité physique lorsqu'on réalise une activité dite sportive, par exemple un foot entre amis durant le week-end ou encore un jogging. Donc, l'activité physique comprend ces différents éléments, mais l'activité physique n'est pas l'éducation physique et sportive. Alors vous pouvez voir sur cette diapositive les recommandations qui sont données par l'ONAPS en termes d'activité physique. L'ONAPS, c'est l'Organisation nationale de l'activité physique et sportive. Donc vous pouvez voir au milieu de cette diapositive la balance qui est représentée avec d'un côté rouge une activité physique insuffisante qui peut être pratiquement de l'inactivité physique. Et cette inactivité physique est la première cause de mortalité évitable. Et vous pouvez voir de l'autre côté, du côté vert, les différentes recommandations qui sont données. Donc par exemple, des enfants et des adolescents ont besoin d'une heure d'activité physique par jour à intensité modérée à soutenue. Alors que les adultes, les recommandations qui sont données sont une activité physique de 30 minutes par jour, 5 fois par semaine, à intensité modérée, ou 25 à 30 minutes de 3 jours par semaine à intensité soutenue. En bas de l'écran à droite, vous pouvez voir la différence entre une intensité modérée et une intensité physique. Donc, par contre, ce que vous devez retenir, c'est que l'idée, c'est de avoir comme recommandation que les individus aient une pratique régulière d'une activité physique pour justement éviter toutes les maladies qui peuvent être évitables grâce à cette activité physique. Alors vous pouvez voir sur ce schéma très bien réalisé, qui est également tiré de l'ONAPS, des précisions au niveau des recommandations. Donc par exemple, au sommet du triangle, vous pouvez voir que les activités sédentaires sont bien évidemment à limiter. Activité sédentaire, c'est par exemple être assis derrière son bureau et ne pas bouger pendant plusieurs heures. Ensuite, il y a des recommandations sur l'entretien et le développement de la souplesse. Donc c'est tout simplement pratiquer des activités qui vont permettre de travailler plus précisément sur ces deux qualités physiques. Ensuite, il y a des recommandations sur les exercices cardio-respiratoires, comme faire du vélo, faire de la randonnée, faire une activité physique, on va dire, à une intensité modérée. Donc il y a des recommandations de faire ces activités 5 fois par semaine. Et également, à la base du triangle, vous pouvez voir que toutes les activités dont certaines j'ai parlé auparavant, monter des escaliers, faire le ménage, promener son chien, pousser une poussette, etc., sont des activités justement qui permettent une activité physique et qui sont à réaliser tous les jours. Alors après vous avoir donné des précisions sur ce qu'on entend par activité physique, je vais tenter aussi de lever d'autres
confusion qui gravite autour d'éducation physique et sportive. On a souvent tendance à la confondre avec le sport. Et pour autant, le sport n'est pas l'éducation physique et sportive. Alors, je vais vous donner maintenant une définition de sport. On parle souvent de sport pour parler des activités qui se pratiquent dans un cadre institutionnel, en club, et dont le but est la compétition. Par exemple, on peut dire que des enfants font du sport lorsqu'ils sont inscrits dans un club de football qui fait partie de la fédération de football et club dans lequel ils vont faire des compétitions avec leur équipe contre d'autres équipes. Alors voici une première définition de sport, mais on peut aussi entendre une définition, on va dire, plus large du sport. Donc cette définition, elle considère les pratiques individuelles ou collectives de nature informelle, comme par exemple faire un jogging entre amis, faire une partie de football entre amis, comme du sport. Donc ces pratiques se réalisent dans un cadre qui n'est pas institutionnel. Et ici, on peut voir un lien à ce que je vous ai dit auparavant sur l'activité physique. Je vous avais expliqué il y a quelques instants que l'activité physique, un des éléments, par exemple, pouvait être le fait de pratiquer une activité physique sportive entre amis. Mais ici, on peut également voir que le sport pris dans un sens très large peut être considéré comme ces différentes pratiques individuelles ou collectives de nature informelle où on peut pratiquer une activité physique. Alors depuis le début de ce cours, je suis en train de nous expliquer que l'activité physique n'est pas l'éducation physique et sportive, que le sport n'est pas l'éducation physique et sportive. Alors j'en arrive maintenant à une définition de ce qu'est l'éducation physique et sportive. Ce que vous devez retenir dans un premier temps, c'est que l'éducation physique et sportive est une discipline scolaire. Autrement dit, l'EPS est un enseignement à part entière. Donc, l'EPS a des contenus et des horaires qui sont définis par des textes officiels décidés par un ministère. Ce qu'il faut également retenir, c'est que l'EPS, elle prend appui sur les activités physiques, sportives et artistiques, qu'on appelle les APSA. Elle prend appui, elle ne se confond pas avec. La compétition, l'activité physique ne sont pas les finalités de l'EPS. Les activités physiques, sportives et artistiques sont des supports, des moyens d'éducation pour permettre le développement de compétences qui sont définies par les programmes. Donc, plus exactement, l'EPS fait l'objet de contenus formalisés qui sont structurés et hiérarchisés en fonction de l'âge des élèves. Et donc, cette EPS, bien évidemment, elle participe, elle concourt au développement des conduites motrices des élèves, mais aussi elle concourt au développement de différentes compétences qui ont un caractère un peu plus transversal. Et je vais vous donner des précisions par la suite. Je vais maintenant vous donner des précisions sur ce que peut apporter l'éducation physique et sportive aux élèves. Et donc, un premier enjeu de l'éducation physique et sportive, c'est le développement chez les élèves de ce qu'on appelle les capacités. Des capacités à entendre comme les habiletés motrices. Les élèves vont développer des éléments qui sont liés au moteur, à la motricité. Alors tout simplement, lors de la pratique d'une activité physique, sportive, artistique dans le cadre de l'éducation physique et sportive, les élèves vont mettre en action leur corps. Donc un corps en action dans une activité physique, c'est une motricité qui est en jeu. Et donc, par le biais d'exercices qu'on appelle en éducation physique et sportive des situations d'apprentissage, les élèves, sous le contrôle bien évidemment de l'enseignant, vont développer leur motricité. Autrement dit, ils vont acquérir ou stabiliser des habiletés motrices. Qu'est-ce qu'on entend par habileté motrice? L'habileté motrice, c'est ce que donc l'élève va développer lors de la pratique d'une activité physique, sportive, artistique, qu'on appelle les APSA. Et donc une habileté motrice, c'est une capacité à élaborer et à réaliser une réponse efficace et économique pour atteindre un objectif précis. Très simplement, par exemple, dans le cadre d'une séance de basketball, les élèves vont apprendre à mieux dribbler, les élèves vont apprendre à tirer de plus en plus précisément dans le panier. Donc, les exemples que je viens de vous donner sont des habiletés motrices que les élèves vont développer. Donc vous voyez que le premier enjeu de l'éducation physique et sportive tourne autour de la motricité, de ce qu'on appelle le moteur.
Donc, l'élève va se développer d'un point de vue moteur, donc il va y avoir des apprentissages en jeu, en lien avec la motricité. Et qu'est-ce que l'apprentissage? L'apprentissage, c'est quand un organisme, placé plusieurs fois de suite dans la même situation, modifie sa conduite de façon systématique et relativement. Donc, pour illustrer encore une fois ce que je viens de vous dire, on peut imaginer qu'un élève fait de la danse dans le cadre de l'éducation physique et sportive, que dans ce cadre, il peut apprendre certains éléments techniques en danse, comme réaliser un tour de façon équilibrée. Et l'idée, c'est que l'élève ne soit pas capable de réaliser qu'une seule fois ce tour de façon équilibrée, mais plutôt soit capable, plusieurs fois dans sa chorégraphie, de réaliser ce même type de tour à chaque fois de façon équilibrée. Le fait qu'il arrive à gérer son équilibre nous permet de constater qu'il a modifié sa conduite de façon systématique et relativement durable. Alors maintenant, quelques aspects importants de l'apprentissage, notamment de l'apprentissage moteur. Permettre à un élève de développer des habiletés motrices nécessite forcément de la répétition. Comme je viens de vous l'expliquer sur l'exemple du tour, pour qu'un élève puisse réaliser ce tour équilibré et qu'il puisse le réaliser chaque fois qu'il a envie de le réaliser, cela va nécessiter une phase de répétition. Donc il va répéter plusieurs fois ou il va être parfois en difficulté pour réaliser le tour, puis au fur et à mesure de ses essais, il va commencer à stabiliser une nouvelle réponse motrice qui est révélatrice d'un apprentissage. Alors suite à cette phase de répétition et de stabilisation, peut advenir également une phase de généralisation. Alors qu'est-ce qu'il faut entendre par là? En fait, l'apprentissage repose sur un transfert. On peut constater un véritable apprentissage moteur lorsqu'une acquisition d'une nouvelle habileté motrice, qui est réalisée au premier essai, est transposée au deuxième, au troisième, etc. Ce transfert nécessite également que cette nouvelle habileté motrice puisse résister au changement de contexte. Je tente de vous donner encore une fois un exemple. On peut imaginer qu'un élève qui apprend à shooter au basket peut apprendre à shooter par exemple face au panier à environ 3 mètres. Mais ce qui est intéressant pour qu'il soit ensuite efficace en situation de match, c'est qu'il puisse transférer ce qu'il a pu apprendre en termes de technique de tir, qu'il puisse transférer cette nouvelle habileté motrice lorsqu'il se retrouve à une distance différente et un angle différent par rapport au panier. Donc par exemple, il avait appris dans un premier temps à shooter à 3 mètres face au panier. On pourrait imaginer que cette nouvelle acquisition, pour qu'on puisse voir qu'il y a véritable apprentissage, il soit capable de réaliser cette technique quand il se situe à 5 mètres du panier sur le côté, quand il se situe à 1 mètre du panier en se situant à 45 degrés par rapport au panier, etc. Donc ce que vous devez retenir, c'est que l'apprentissage moteur peut être révélé lorsqu'on voit un élève qui est capable de s'appuyer sur une technique motrice, qu'il est capable un minimum d'adapter compte tenu de la situation dans laquelle il se trouve. Deuxième enjeu poursuivi par l'enseignement de l'éducation physique et sportive, c'est celui de l'acquisition et du développement de la santé. Alors pourquoi le PS poursuit cet enjeu? Alors dans différents contextes nationaux, on se rend compte que d'un point de vue social et économique, la situation amène des modes de vie sédentaires qui nuisent à la santé. Donc j'en parlais auparavant, je ne vais pas redévelopper, mais par exemple des personnes dans le cadre de leur travail peuvent passer beaucoup de temps en position assise sans bouger. Donc bien évidemment, nous avons parlé auparavant, il y a des campagnes qui sont réalisées en faveur de l'activité physique, voire même des programmes de prévention et d'éducation à la santé à l'école qui tentent de responsabiliser les élèves par rapport à cette problématique de santé. Donc je vous ai mis deux références qui peuvent se réaliser, qui sont réalisées en France. Par exemple, une première référence, Bouger, un nouvel enjeu de santé publique, donc qui est issu d'un rapport de l'INSERM, où il est expliqué que pour les générations d'adultes précédentes, le travail physique était souvent excessif et conduisait à un vieillissement prématuré de la population. Alors que maintenant, le mode de vie sédentaire est néfaste à l'équilibre et à la santé.
Une deuxième référence qui est issue de l'Agence nationale de sécurité sanitaire, qui met en évidence l'ampleur du temps passé, enfants et adultes confondus, devant les écrans sans activité physique. Et donc, bien évidemment, cette situation provoque des risques pour la santé, notamment des 2 tiers des jeunes d'aujourd'hui en France. D'où l'idée de mettre en place des campagnes par le biais de l'éducation physique et sportive pour permettre aux élèves de ne pas avoir un mode de vie sédentaire et d'avoir une activité physique qui va solliciter un corps. Alors, je vous mets quelques chiffres de la sédentarité issus de différentes études en France, donc des chiffres qui sont assez explicites. On se rend compte que les adultes passent 12 heures des jours travaillés en position assise. Les jours non travaillés, les adultes peuvent passer 9 heures assis. Alors, des chiffres, je dirais, encore plus alarmants. À 7 ans, un enfant passe 51% de son temps assis. Et à 15 ans, un adolescent passe 74% de son temps assis. Alors ces chiffres sont alarmants, d'où l'idée que l'éducation physique et sportive en tant que discipline scolaire puisse à un moment permettre aux élèves d'avoir une activité physique pour justement construire une bonne santé. Alors j'y reviendrai par la suite, mais santé physique, mais aussi santé mentale et santé sociale. Alors vous voyez sur la droite de la diapositive que normalement, 90 minutes, c'est le nombre de minutes à ne pas dépasser en position sédentaire. Donc, avec les chiffres que je vous ai présentés juste à l'instant, vous voyez bien qu'il y a un écart énorme entre les recommandations et ce qui est fait réellement par des adultes ou enfants dans le biais de leur vie quotidienne. Alors j'en parlais juste à l'instant de la définition de la santé. Donc la santé, en s'appuyant sur ce qui a été donné par l'OMS, donc l'Organisation mondiale de la santé, et qui a été donné il y a déjà un grand nombre d'années. La santé, c'est un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas, cette santé, seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Donc, à travers cette définition assez large, vous voyez bien que on met l'accent sur le fait qu'un individu soit dans une situation de bien-être et puisse s'épanouir. On voit également que cette santé nécessite une aptitude des individus aux efforts physiques, c'est-à-dire qu'ils puissent construire une condition physique, mais également une absence de maladie. Donc on peut se poser la question, quel est le rôle de l'éducation physique et sportive en tant que discipline scolaire dans l'acquisition d'une santé mentale, physique et sociale, acquisition par les élèves. Alors l'éducation physique et sportive doit être un moment, une discipline scolaire, un lieu où on peut lutter contre la sédentarité, améliorer la condition physique des élèves. Donc en France, on se rend compte, comme je vous l'explique auparavant, que les modes de vie sont de plus en plus sédentaires. Par exemple, 17% de la population en France se retrouve en situation d'obésité. Donc, il y a bien évidemment des effets positifs de l'activité physique sur la dimension physique de la santé, si elle s'inscrit dans le cadre d'une pratique régulière, modérée et réfléchie, diversifiée. Alors le rôle de l'EPS est crucial parce que la spécificité de l'éducation physique et sportive, c'est qu'elle s'appuie sur des APSA, des activités physiques, sportives et artistiques, et qu'elle peut être, pour certains élèves, le seul moment d'activité physique dans leur journée ou dans leur semaine, voire dans leur mois. Donc c'est aussi le seul moment, mais aussi le seul moment obligatoire qui est imposé donc par le ministère de l'Éducation nationale, où les élèves sont amenés à bouger, à avoir une activité physique. Alors il y a plusieurs effets positifs de la pratique d'activités physiques, sportives et artistiques en termes de santé. Donc plusieurs effets positifs. Donc tout d'abord, cette activité physique permet la diminution de certaines maladies, par exemple les maladies cardiovasculaires, l'obésité, le diabète, le cancer, et protège même contre les liaisons cérébrales. Ensuite, d'un point de vue de la condition physique, la pratique d'activités physiques, sportives et artistiques, donc ce qui va se faire en EPS, améliore la condition physique et permet une meilleure adaptation à l'effort, à travers l'amélioration de l'endurance, qui est une des qualités physiques, de la force musculaire, en diminuant le pourcentage de masse grasse, et également, tout simplement, le fait de pratiquer une activité physique, de prendre l'habitude de faire cela, mais permet d'abandonner certaines mauvaises habitudes de vie, comme par exemple être sédentaire.
Alors, j'en parlais auparavant, hein, il y a des recommandations au niveau de la pratique d'une activité physique pour les enfants, 60 minutes par jour d'activité à intensité modérée et élevée. Donc, bien évidemment, l'éducation physique et sportive peut participer à cela. Et en France, à la rentrée 2022, il y a eu un nouveau dispositif qui s'appelle l'activité physique et quotidienne, où les élèves à l'école primaire, en plus de leurs horaires de PS, doivent pouvoir avoir une activité physique, donc tout simplement bouger au moins 30 minutes par jour, pour justement tenter de pouvoir répondre aux recommandations qui ont été données par différentes institutions liées à la santé. Alors, au-delà de l'amélioration de la condition physique que peut permettre l'éducation physique et sportive, tout le travail qui va être proposé aux élèves dans le cadre de cette discipline scolaire peut leur donner les moyens de faire des choix éclairés et responsables. C'est-à-dire que les élèves peuvent être amenés, dans le cadre de séances de PS, à construire ce qu'on appelle un habitus santé, c'est-à-dire un ensemble d'habitudes, de comportements qui vont leur permettre d'acquérir et de renforcer leur santé. Donc plus exactement, l'enseignant de PS tout au long de la scolarité des élèves, peut leur apporter des connaissances et des méthodes qui vont permettre aux élèves de prendre en charge leur pratique physique. Donc tout simplement, apprendre à s'échauffer correctement sans se mettre en danger au niveau de l'effort, apprendre à récupérer, apprendre à élaborer un projet d'action compte tenu de mes capacités physiques. Comme je l'expliquais auparavant, l'enseignant de PS va s'appuyer sur des activités physiques, sportives et artistiques pour enseigner l'éducation physique et sportive. Bien évidemment, on se rend compte que très souvent, les gens pratiquent une activité physique en raison du plaisir qu'ils ont à pratiquer cette activité. Et ça, c'est un élément sur lequel l'enseignant de PS va devoir jouer. Et donc, c'est une chance, une richesse qu'il puisse jouer sur cet élément-là. Donc, comme l'ont montré les études de Claire Perrin, les personnes qui pratiquent une activité le font avant tout pour le plaisir qu'ils en retirent. Donc, il faut pouvoir apporter du plaisir par le biais des activités qui peuvent être programmées en éducation physique et sportive. Donc, comme l'ont pu le montrer différents auteurs dans le cadre de l'EPS, par exemple de Lignières et Garceau, il faut inciter à la pratique en créant chez les élèves une relation de plaisir dans les activités physiques, sportives et artistiques. Donc il peut y avoir un plaisir de pratiquer l'activité physique, il peut y avoir aussi un plaisir de pouvoir se retrouver avec d'autres personnes, dans des groupes affinitaires pour pratiquer, mais également aussi le plaisir de se voir progresser. Donc l'idée dans ce qui peut être proposé en EPS, c'est de passer du plaisir de s'éprouver, ce plaisir lié à la pratique, à la joie de progresser, à la satisfaction de se transformer. Et c'est ça qui peut inciter, par exemple, les élèves à pratiquer une activité physique en dehors du cadre obligatoire imposé en éducation physique et sportive. Tout simplement, un élève peut découvrir et nourrir une passion pour une activité, l'escalade par exemple, grâce à l'éducation physique et sportive, et être incité à pratiquer cette activité physique en dehors de l'école. Permettre aux élèves d'acquérir une bonne santé physique, mentale et sociale, c'est aussi leur permettre d'apprendre à s'engager dans une activité sans se mettre en danger. Donc cela veut dire que les élèves, dans le cadre de l'EPS, vont développer des capacités motrices pour éviter des blessures ou diminuer les situations potentiellement dangereuses. Par exemple, dans les programmes officiels de l'EPS en France, les élèves vont apprendre à savoir rouler, c'est-à-dire à maîtriser la conduite d'un vélo, à savoir nager, bien évidemment pour éviter toute noyade. Ils vont également construire des connaissances sur eux-mêmes, sur leurs limites, des connaissances sur la pratique d'une activité physique et sportive, sur les techniques sécuritaires à respecter dans le cadre de certaines activités, mais également sur des attitudes vis-à-vis de la prise de risque pour pouvoir s'engager sans risque important dans une activité physique. Permettre à un élève d'acquérir une bonne santé nécessite aussi pour l'enseignant de PS de contribuer à son bien-être en renforçant l'estime que les élèves peuvent avoir d'eux-mêmes. Alors je vous ai mis sur cette diapositive le modèle hiérarchique de l'estime de soi qui a été mis en évidence par plusieurs auteurs, Harter et Fox et Corbin. Et donc vous voyez que dans cette estime de soi, enfin l'estime de soi d'une personne et d'un élève également en particulier dépend de trois composantes, que sont la compétence cognitive, la compétence physique perçue et la compétence sociale. Et donc très souvent, dans le cadre de l'EPS, il est possible de travailler sur la compétence physique perçue. Cette compétence physique perçue, elle a plusieurs dimensions. Donc vous le voyez également à l'écran. Elle va dépendre de la compétence sportive que je perçois de moi-même.
elle dépend de mon apparence physique, elle dépend de ma perception de ma condition physique et elle dépend de ma force physique. Donc l'idée c'est que l'enseignant d'EPS puisse permettre à l'élève de se sentir progresser sur une de ces dimensions, par exemple la condition physique perçue. Donc cette amélioration de la condition physique perçue va avoir un impact sur la compétence physique perçue, donc sur son amélioration, et normalement devrait avoir un impact sur l'estime que l'élève peut avoir de lui-même. Alors, de manière très simple, comment on peut faire pour participer au bien-être de l'élève et participer au renforcement de l'estime qu'il peut avoir de lui-même? C'est tout simplement, pour l'enseignant, lui faire vivre des expériences réussies en EPS, rendre visibles les progrès pour développer un sentiment de compétence, et ensuite, c'est aussi valoriser un climat de maîtrise, c'est-à-dire non pas un climat compétitif entre les élèves, mais un climat de maîtrise, c'est-à-dire faire selon les capacités propres de chaque élève. Ensuite, permettre à un élève d'acquérir une bonne santé, c'est aussi participer à sa santé sociale. Et donc, par le biais de l'EPS, et notamment des activités collectives, mais aussi d'autres activités sur lesquelles je reviendrai par la suite, c'est permettre à l'élève de développer un sentiment d'appartenance. Je l'ai expliqué tout à l'heure, et ça a été mis en évidence par d'autres auteurs comme Duclos, le sentiment d'appartenance est aussi une des composantes de l'estime de soi. Donc, ce sentiment d'appartenance peut être travaillé et c'est traduit par la capacité d'un élève à s'insérer dans des projets collectifs, à vivre des expériences relationnelles au plan des idées, des actions, des émotions, mais également à apprendre à partager, échanger, collaborer au sein d'un collectif. Donc par exemple, je pense à toutes les activités collectives, mais aussi aux des activités artistiques où les élèves peuvent être amenés à produire une chorégraphie, un numéro en cirque à plusieurs. Tous ces éléments, ces expériences qu'ils vont vivre d'un point de vue social, peuvent les amener à développer une meilleure estime d'eux-mêmes et tout simplement participer à l'acquisition d'une meilleure santé sociale. Alors, j'en parlais juste à l'instant et je vais un peu plus maintenant développer sur celui-ci. Un troisième enjeu qui est poursuivi par l'EPS, c'est celui d'apprendre aux élèves à échanger, coopérer, vivre et faire ensemble. Alors, pour bien comprendre ce qu'on peut entendre par santé sociale, je vais tout d'abord vous présenter la finalité d'éducation physique et sportive qui est inscrite dans les programmes nationaux en France. Donc, tout au long de la scolarité, l'EPS a pour finalité de former un citoyen lucide, autonome, physiquement et socialement éduqué dans le souci du vivre ensemble. Alors vous voyez que dans cette finalité, on ne parle pas de sportif, on ne parle pas de pratiquant, on parle de la formation d'un citoyen lucide, autonome, physiquement, et donc c'est la spécificité de l'EPS, et socialement éduqué. Donc l'idée c'est que l'EPS prenne appui sur des activités physiques et sportives et artistiques qu'elle va proposer aux élèves. Elle va leur permettre de vivre des expériences dans ces activités physiques et ces expériences doivent être des expériences enrichissantes qui permettent à l'élève de se former en tant que futur citoyen. Alors par le biais des expériences que l'élève va pouvoir vivre dans le cadre des activités physiques, sportives, artistiques, il va vivre des expériences en lien avec la citoyenneté. Donc qu'est-ce que c'est que la citoyenneté en EPS? C'est la capacité pour les élèves à prendre des responsabilités dans un groupe en fonction d'un projet, d'assumer des changements de statut, d'accepter l'autre avec ses différences, d'agir en respectant des règles et en proposant éventuellement de les modifier. Et donc la particularité de l'EPS, c'est que on ne va pas leur apporter des connaissances sur cette citoyenneté, mais plutôt qu'ils vont vivre une citoyenneté en acte. Ils vont vivre des expériences relatives à la citoyenneté, et c'est là où ils vont se former en tant que futurs citoyens. Alors je vous donne un exemple d'exercice, c'est-à-dire de situations d'apprentissage qui peuvent être mises en place en EPS, qui vont apprendre aux élèves, alors autant à progresser d'un point de vue moteur, comme j'ai pu en parler au début de ce cours, mais également qui vont leur permettre de développer des compétences plus d'ordre social. Donc la situation que vous voyez à l'écran s'intitule le relais thématisé en natation. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Les élèves ont une course de 400 mètres en natation à réaliser par équipe de 4. Ils ont du matériel à disposition, une paire de palmes, un tuba, une paire de plaquettes, un pull boy. Donc, chaque élève doit réaliser 100 mètres au total sur le parcours de 400 mètres. Par contre, ils ont une liberté pour fractionner leur passage, soit ils peuvent faire
réaliser leurs 100 mètres, soit par exemple 2 fois 50 mètres, ou au contraire, faire plusieurs répétitions de 25 mètres. Donc ce qui est intéressant là-dedans, c'est que tout d'abord, la natation, qu'on peut quand même considérer plus comme une activité individuelle, est envisagée à partir d'une forme collective. Donc, cette forme collective va nécessiter plusieurs temps. Donc, comme vous le voyez à droite de l'écran, les élèves, pour pouvoir réaliser la meilleure performance par équipe de 4, vont devoir passer par 4 temps. Tout d'abord, ils vont devoir choisir qui fait quoi, c'est-à-dire quel élève prend la paire de palmes, quel élève prend le tuba, pour réaliser son 25 mètres ou ses 50 mètres. Ensuite, ils vont devoir échanger et argumenter, donc sur le choix du matériel, comme je viens de vous le dire, et sur l'ordre des nageurs. Qui part en premier avec quel matériel? Combien il fait? 25 mètres, 50 mètres? Comment il va penser son parcours compte tenu des décisions des autres? Ensuite, ils vont s'accorder justement sur leur choix, sur les règles communes. Et donc, dans un quatrième temps, ils vont devoir mettre en œuvre ce qu'ils ont décidé. Et on revient sur l'organisation, donc il y a ces différents temps d'expérimentation. Les élèves, en fait, ils vont essayer de voir ce que ça peut donner compte tenu des choix qu'ils ont faits. Donc, ils vont faire un premier relais. Ils vont mettre en débat leurs impressions, les résultats qu'ils ont pu avoir, pour ensuite faire un deuxième relais, où là, l'idée, c'est de pouvoir battre les autres équipes. Donc, au final, la compétition n'est pas une finalité. La compétition est un moyen pour permettre aux élèves d'échanger entre eux, de construire des compétences sociales, de se mettre d'accord dans un projet collectif pour être le plus performant à plusieurs. Donc voici un exemple de démarches qui peuvent permettre aux élèves de véritablement apprendre à coopérer. Là, on est vraiment dans la construction d'une citoyenneté en acte parce que je dois assumer au sein d'un groupe mes choix individuels, mais je dois également tenir compte de l'opinion et de l'avis des autres. Donc il y a un vrai travail qui se fait en prenant comme support l'activité physique, ici en l'occurrence la natation. Alors enfin, il y a un quatrième enjeu qui est poursuivi par l'éducation physique et sportive, c'est l'accès à la culture. Alors tout d'abord une définition de la culture. Donc la culture constitue l'ensemble des valeurs, des savoirs, des symboles et des conduites qu'une société, qu'un groupe stabilise et qu'elle choisit de transmettre et de faire acquérir, afin de permettre d'en comprendre et d'en partager le sens, d'en ressentir, d'en pratiquer les formes d'expression. Donc maintenant, je vais tenter de préciser le lien entre la culture et l'éducation physique et sportive. Alors, l'éducation physique et sportive donne accès aux élèves à plusieurs types de culture. Tout d'abord, une culture corporelle. On apprend à user de son corps dans une pratique physique. On apprend à s'échauffer, on apprend à récupérer, on apprend à respecter son corps. Ensuite, une culture sportive, les élèves vont pouvoir pratiquer différents types d'activités physiques. Donc, on peut pratiquer du rugby, on peut pratiquer du kayak de mer, on peut pratiquer du ski, on peut pratiquer de la gymnastique, on peut pratiquer du basketball. Donc, ils vont avoir accès à différentes activités sportives. Et également une culture artistique. Les élèves vont aussi être confrontés à des activités artistiques telles que la danse ou les arts du cirque dans les activités qui sont proposées en EPS. Pour terminer cette première partie sur la présentation de l'éducation physique et sportive, je vais faire un zoom assez rapide sur les enjeux d'éducation physique et sportive à l'école primaire en France. Alors comme je l'ai expliqué au tout début du cours, l'EPS est une discipline scolaire. Et donc l'EPS participe aux enjeux plus larges qui sont donnés à l'école. Le principal enjeu de l'école, c'est de pouvoir faire acquérir des compétences qui sont définies par, on va dire, un socle officiel qu'on appelle en France le socle commun de connaissances, de compétences et de culture. Ce socle est composé de 5 domaines de formation. Donc les élèves doivent acquérir des compétences liées au langage pour penser et communiquer, par exemple apprendre à bien parler français. Ils doivent également développer des compétences sur les méthodes et les outils pour apprendre. Par exemple, dans le cadre de l'EPS, apprendre à analyser son essai dans une activité physique. Ils doivent développer des compétences liées à la formation de la personne et du citoyen. Ils doivent développer des compétences liées à la compréhension des systèmes naturels et des systèmes techniques, par exemple des compétences sur la compréhension du fonctionnement de la nature, et également des compétences et des connaissances sur les représentations du monde et de l'activité humaine. Donc un domaine peut-être un peu plus en lien avec la culture.
Donc comme je vous l'ai expliqué, chaque domaine comprend des compétences et des connaissances à développer, et donc chaque discipline, le français, les mathématiques et le PS contribuent à développer les compétences qui sont décidées dans ce socle commun de compétences et de connaissances. Alors, l'EPS, comme je viens de vous l'expliquer, doit participer à la construction des compétences qui sont définies dans le socle. Et donc pour cela, dans les programmes officiels de l'EPS, les domaines du socle ont été en quelque sorte traduits en compétences générales. Donc vous voyez pour chaque domaine du socle, vous voyez sur la diapositive en face la compétence générale qui est en lien avec celui-ci. Donc au final, en EPS, les élèves doivent développer 5 types de compétences. Donc ils doivent apprendre à développer leur motricité et construire ce qu'on appelle un langage du corps, c'est-à-dire une motricité nouvelle. Ils doivent apprendre également à s'approprier seul ou à plusieurs par la pratique les méthodes et les outils pour apprendre. Ils doivent également partager des règles, assumer des rôles, des responsabilités, entretenir leur santé par une activité physique régulière et s'approprier une culture physique, sportive et artistique. Donc ces compétences générales, en fait, viennent faire une synthèse de tout ce que j'ai pu vous dire auparavant. Alors, je vous ai mis ici un exemple de ce qui peut être attendu pour le cycle 3 en EPS. Alors, quand je parle de cycle 3, je parle des élèves de CM1, CM2 et 6e en EPS, donc des élèves qui ont entre 9 et 11 ans et qui vont terminer l'école primaire en CM2, qui vont passer en 6e au collège. Donc, je vais essayer de vous réexpliquer de manière précise comment l'EPS concourt aux différents enjeux qui sont donnés dans le socle commun. Donc l'EPS a une finalité, je ne vais pas revenir dessus. Elle permet de former un citoyen lucide, autonome et physiquement et socialement éduqué. Vous voyez à gauche de l'écran que les compétences que doivent acquérir les élèves tout au long de leur scolarité sont définies dans un socle commun qui est partagé en 5 domaines. Ces 5 domaines sont traduits en EPS en compétences générales que je vous ai donné auparavant. Et ces compétences générales vont être travaillées dans des sortes de groupes d'activités, ce qu'on appelle les champs d'apprentissage. Donc il y a 4 champs d'apprentissage en éducation physique et sportive. Le premier, produire une performance optimale mesurable à une échéance donnée. On retrouve tout ce qui est activité athlétique et natation. Un autre champ d'apprentissage qui est adapter ses déplacements à des environnements variés. Donc là, on va surtout retrouver les activités de pleine nature où les élèves vont apprendre à adapter leurs déplacements aux contraintes de l'environnement. Donc quand je parle d'activités de pleine nature, je parle de la randonnée, du VTT, de l'escalade, de la course d'orientation, du kayak, du ski, etc. Ensuite, il y a un autre champ d'apprentissage qui est de s'exprimer devant les autres par une prestation artistique ou acrobatique. On retrouve les activités gymniques, comme la gymnastique, comme l'acrosport, et les activités artistiques, comme les arts du cirque et la danse. Et enfin, un dernier champ d'apprentissage qui est conduire et maîtriser un affrontement collectif ou interindividuel. Alors là, on retrouve toutes les activités dites de coopération et d'affrontement. Donc par exemple, on peut retrouver les activités collectives comme le basket, le foot, le rugby. On peut retrouver des activités de combat, comme la lutte, la boxe française. On peut retrouver des activités de duel, des activités de raquettes, comme le tennis, le badminton, le tennis de table. Donc, dans ce dernier champ d'apprentissage, on a toutes les activités d'affrontement. Et donc, pour chacun de ces champs d'apprentissage, sont déterminés ce qu'on appelle des attendus de fin de cycle. Autrement dit, les objectifs qui sont à atteindre par les élèves en fin de cycle. Donc par exemple, au bout de leurs 3 années de scolarité, CM1, CM2, 6e, les élèves doivent avoir attendu les objectifs, autrement dit, les attendus de fin de cycle, que vous pouvez voir, alors si vous ne les connaissez pas par cœur, c'est pas bien grave, mais il faut juste comprendre la démarche des objectifs à atteindre, donc des attendus de fin de cycle, qui vont permettre aux élèves de valider des compétences qui sont définies au départ dans le socle commun. Alors pour résumer et pour terminer cette première partie, voilà, vous pouvez constater que l'EPS est en lien avec les finalités de l'école et du socle commun de compétences, de connaissances et de culture générale. Et l'EPS, si je devais résumer tout ce que je vous ai dit, elle permet le développement des habiletés motrices des élèves, elle leur permet d'être éduqués au niveau corporel, par le fait de vivre des expériences motrices variées. Elle permet également aux élèves de, on va dire, évoluer d'un point de vue social en leur permettant de vivre des expériences relationnelles singulières. Elle leur permet également de
vivre des émotions singulières qui sont vécues à travers la pratique des activités physiques, sportives et artistiques, et également de construire des connaissances spécifiques, comme par exemple la connaissance de règlement dans une activité, l'accès à une certaine culture artistique par le biais de connaître des chorégraphes en danse contemporaine, par exemple. On rentre maintenant dans une deuxième partie où là, je vais vous apporter des précisions. Peut-être que déjà vous avez anticipé certains éléments par rapport à la présentation que j'ai faite, mais je vais vous apporter des précisions sur la contribution de l'EPS à l'éducation au développement durable. Alors tout d'abord, l'EPS permet la pratique d'activités physiques en pleine nature. Donc je vous en ai parlé tout à l'heure, en EPS, les élèves peuvent pratiquer de l'escalade, de la randonnée, du VTT, aller nager en milieu naturel. Donc l'EPS au final permet une mise en jeu du corps dans le milieu naturel et elle permet également de rencontrer et de découvrir un milieu naturel proche ou éloigné. D'un point de vue de leur scolarité, c'est aussi un moment pour les élèves de sortir de la classe et donc justement de vivre ce qu'on pourrait appeler une expérience authentique et différente de la grande majorité des expériences vécues en classe et vers le plaisir de pouvoir pratiquer, de pouvoir s'éprouver à l'extérieur. Alors on peut supposer que le fait de pouvoir pratiquer des activités en pleine nature va permettre aux élèves de mieux découvrir leur environnement, mais également d'éveiller leur curiosité. Donc ce sont ça des éléments qui sont attendus dans une sorte de guide qui a été fait en France et qui s'intitule Propositions pour renforcer l'éducation au développement durable de l'école au lycée. Et donc ici, c'est une première démarche pédagogique qui est inhérente à l'EPS, celle de pouvoir permettre aux élèves de pratiquer des activités physiques en pleine nature. Donc je vous en parlais à l'instant, c'est bien évidemment ces différentes activités en pleine nature vont faire vivre des émotions particulières aux élèves. Si vous regardez l'escalade, une émotion liée au vertige. Si vous voyez la photo en VTT, une expérience authentique de contemplation également de l'environnement. Ou par exemple en kayak de mer, une expérience authentique de faire par exemple avec les courants marins. Donc voilà, ils vont vivre des émotions, ils vont développer des attitudes en lien avec l'environnement. Alors, l'EPS peut être également une discipline scolaire et plus précisément un point d'appui qui permet aux élèves d'être immergés dans l'environnement. Donc c'est au-delà de la pratique. C'est-à-dire que l'EPS peut permettre en lien avec d'autres disciplines, d'être un point d'appui pour mener des projets appelés classes vertes ou projets activités physiques de pleine nature, durant lesquels les élèves vont être immergés pendant plusieurs jours dans un environnement naturel. Cette immersion permet une certaine contemplation, une certaine sensibilisation et peut-être une certaine connexion avec l'environnement. Par connexion, qui est encore un concept scientifique difficile à définir, on peut le comprendre comme le fait de développer une attention à. Attention à, qui a été définie par une philosophe française du XXe siècle, Simone Veil, comme une attention qui consiste à suspendre sa pensée, à la laisser disponible, vide et pénétrable à l'objet. C'est-à-dire que l'élève puisse à un moment donné être totalement en relation avec l'environnement. Et donc, c'est je dirais, cette autre facette de l'EPS en lien avec le développement durable permet peut-être aux élèves de mieux appréhender, de mieux comprendre les effets de l'activité humaine et de l'organisation sociale sur l'environnement, et aussi tout simplement de prendre du plaisir à être dans un environnement naturel. Alors, autre point, les élèves, par le biais de pouvoir pratiquer des activités physiques en pleine nature, vont aussi à apprendre à se développer d'un point de vue moteur, et donc plus spécifiquement, ils vont apprendre à adapter leurs déplacements compte tenu des contraintes qui sont liées à l'environnement. Donc qu'est-ce que le PS permet? Elle permet d'aider les élèves à adapter leurs déplacements aux différents milieux, donc justement de tenir compte du milieu, de ses évolutions. Donc vous vous doutez bien qu'en fonction du vent, si je suis dans une activité de voile, en fonction des courants, si je suis dans une activité de kayak de mer, en fonction de la végétation et du relief, si je suis en course d'orientation, je vais devoir apprendre à adapter mes déplacements, mais également à gérer mon effort pour pouvoir revenir au point de départ. Donc l'idée, au-delà de ces capacités motrices, les élèves peuvent aussi développer des connaissances sur la façon de réaliser un déplacement sans appréhension en toute sécurité. Donc au final, l'élève va apprendre à faire avec l'environnement. Donc
Ce qui est intéressant, c'est que en termes d'éducation au développement durable, ça permet aux élèves de réaliser des expériences et d'être confrontés à des incertitudes qui sont liées justement aux différentes contraintes particulières de l'environnement et des différents milieux auxquels vont être confrontés les élèves. Alors quelques exemples parmi tout ce que j'ai pu vous dire depuis le début du cours, mais en escalade par exemple, l'élève va devoir apprendre à, je dirais, se déplacer et donc à faire évoluer sa motricité compte tenu de la répartition des prises qu'il peut y avoir sur une voie naturelle. Et avant cela, en bas de la voie, il doit pouvoir apprendre à lire une voie, c'est-à-dire à déjà plus ou moins anticiper les mouvements qu'il va devoir faire. Vous le voyez sur une activité de course dans un raid, par exemple, comme vous la voyez sur la photo avec les 4 élèves en train de courir. Compte tenu du sentier sur lequel ils sont, compte tenu de dénivelé, ils vont apprendre à gérer leur effort. Mais aussi, tout simplement, vous le voyez sur la photo en natation où l'élève est en train de se laisser flotter, il faut comprendre que l'environnement peut aussi être une aide pour être plus performant. En natation, par exemple, l'élève doit apprendre à se laisser flotter pour ne pas gaspiller d'énergie, pour pouvoir avancer de la manière la plus rapide possible. Donc c'est la raison pour laquelle je vous ai dit, les élèves vont apprendre à faire avec l'environnement. Et c'est là où, à mon sens, il y a une autre relation qui peut se produire avec l'environnement. D'où l'importance de pouvoir permettre aux élèves de pratiquer des activités de pleine nature, où ils vivent des expériences singulières. Alors j'en ai parlé auparavant, mais justement, l'EPS est aussi une discipline scolaire privilégiée pour permettre aux élèves de se former en tant que, non pas futurs citoyens, mais en tant que futurs éco-citoyens lucides sur l'environnement à l'heure actuelle et sur les différentes démarches qu'il va falloir mettre en œuvre pour le préserver. Donc, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, se former en tant qu'éco-citoyen, c'est aussi, pour être lucide, en fait, il faut que les élèves aient une bonne santé physique. Donc, il faut pouvoir lutter contre la sédentarité. Il faut aussi apprendre aux élèves à faire des choix éclairés et responsables en lien avec l'environnement. C'est aussi donner du plaisir aux élèves, j'en ai parlé auparavant, d'être dans cet environnement. Mais c'est également apprendre à respecter cet environnement, c'est-à-dire ne pas se mettre en danger inutilement. Donc tout cela, toutes ces expériences qui vont être vécues en EPS en lien avec l'environnement, permettent de développer des attitudes pour agir et s'engager en toute conscience de ses responsabilités de façon individuelle et collective dans l'environnement présent et dans l'environnement futur. Alors je donne un exemple tout simple de ce en quoi peut consister une formation à un éco-citoyen lucide. En France est développé un dispositif où on apprend dès l'école primaire aux élèves à maîtriser leur conduite en vélo, qu'on appelle le savoir rouler. Alors, ce savoir rouler va permettre à l'élève d'apprendre à mieux maîtriser son vélo, que ce soit dans un environnement naturel ou même dans un environnement urbain. Donc en quoi consiste le savoir rouler? Donc le savoir rouler aborde la maniabilité, par exemple la gestion de la trajectoire, le fait de s'arrêter, redémarrer efficacement, changer de vitesse, lever la roue pour franchir une bordure ou une racine sur un sentier. Donc il va apprendre également dans un environnement urbain la connaissance du code de la route, mais également à savoir prendre sa place sur la route de façon sécuritaire, à s'adapter aux autres usagers, alors par exemple dans un environnement urbain s'adapter aux voitures, prendre des informations, des décisions, comme s'engager dans un rond-point ou s'arrêter. Donc, une des finalités, un objectif de ce savoir rouler, c'est de développer une mobilité durable pour aujourd'hui et pour plus tard pour nos élèves. Donc, autrement dit, en plus d'apprendre à manier un vélo, en plus d'acquérir des connaissances sécuritaires sur le fait de pouvoir conduire un vélo dans un environnement urbain, ça permet également de réduire l'empreinte carbone qui sont liées au déplacement de différents usagers et savoir justement utiliser son vélo pour réduire cette empreinte carbone. Donc en fait, ce dispositif qui est lié à l'activité physique permet aux élèves, à mon sens, de se former en tant qu'éco-citoyens lucides parce qu'ils ont une pratique qui est respectueuse de l'environnement, tout en leur permettant d'acquérir des capacités et des connaissances liées au fait de maîtriser son vélo dans un environnement urbain, mais également un environnement naturel. Alors, éduquer au développement durable des élèves, c'est aussi solliciter, on va dire, la singularité de chaque individu, c'est-à-dire solliciter la sensibilité des élèves, et leur permettre aussi
de faire avec les sensibilités de chacun, c'est-à-dire faire ensemble. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en EPS, les élèves pratiquent des activités physiques, sportives et artistiques. Et donc la dimension sensible dans les expériences liées à ces activités est présente dans toutes les activités. Donc, qu'est-ce qu'on entend par sensibilité? C'est ce qui relie les impressions externes qui sont accueillies par nos sens, la vision, l'ouïe, etc., aux impressions internes, c'est-à-dire aux sensations que je peux avoir. Et donc, cette sensibilité, elle est particulièrement développée et elle a une dimension supplémentaire dans les activités artistiques. Donc, comme je vous l'ai mis dans la citation extrait du texte de Commandé de Bruno, l'artistique et le sensible en EPS, dans les activités physiques artistiques, la dimension sensible résonne avec autant plus d'intensité qu'elle se trouve au cœur des problématiques d'apprentissage. En l'occurrence, l'enseignant conduit l'élève à prendre conscience de son appropriation sensible de la réalité. Éduquer au développement durable peut se faire aussi par le biais des activités physiques artistiques, où on va pouvoir solliciter la sensibilité des élèves compte tenu des enjeux environnementaux. Alors je vais vous donner un exemple de ce qui pourrait être réalisé dans des leçons de danse contemporaine. Donc les élèves en éducation physique et sportive peuvent pratiquer des activités artistiques, dont la danse contemporaine. Et la danse contemporaine, en danse contemporaine, cela fait déjà plusieurs années que la thématique de la nature et du respect de l'environnement a été abordée. Elle a été abordée par on va dire des théoriciens, des chorégraphes de renommée en danse contemporaine. Donc je pense à des théoriciens et des pédagogues comme Isadora Duncan, mais je parle aussi à des chorégraphes encore en vie comme Caroline Carlson, où dans différentes chorégraphies est abordée cette question de la nature. Donc par exemple, vous voyez à l'écran un extrait d'une chorégraphie de Caroline Carlson qui propose dans ce spectacle une réflexion poétique sur l'humanité et la nature qui actuellement sont au bord du naufrage. Donc comment on peut sensibiliser les élèves à cette thématique de la nature, de la préservation de la nature? On pourrait tout à fait imaginer que le visionnage d'extraits vidéo de cette chorégraphie peut être une entrée dans l'activité danse contemporaine. Cette entrée dans l'activité va solliciter des débats, des confrontations, des ressentis liés au visionnage de la vidéo par les élèves. C'est-à-dire que les élèves vont être amenés à mettre en débat ce qu'ils ont pu percevoir de cette chorégraphie. Et donc ces ressentis qui vont accumuler au fur et à mesure des visionnages peuvent être des inducteurs, c'est-à-dire des portes d'entrée pour créer une chorégraphie à plusieurs sur la thématique de la transition écologique, de la préservation de la faune et de la flore. Donc ce que je suis en train d'expliquer, c'est que une sensibilisation au développement durable peut se réaliser aussi par le biais des activités artistiques qui ne sont pas spécifiques, mais qui peuvent être présentes en éducation physique et sportive. Je vous donne encore une fois une autre piste, une autre proposition de ce qui peut être fait en EPS en lien avec le développement durable. Comme je l'ai expliqué auparavant, en EPS, on peut acquérir des connaissances, des capacités, développer des attitudes. Et donc, bien évidemment, ce qui peut être fait en lien avec le développement durable va permettre aux élèves d'acquérir des connaissances écologiques et des capacités. Pour illustrer ce que je viens de dire, je vous donne l'exemple d'une randonnée toute simple en nature, sans forcément avoir besoin d'un dénivelé très important. Qu'est-ce que va permettre la pratique de cette activité? Elle va permettre aux élèves d'apprendre à s'équiper et à connaître un dénivelé horaire. Donc, en fait, ils vont développer des connaissances d'ordre méthodologique. Ensuite, ils vont développer des capacités, donc plus ce qui est de l'ordre du moteur. Ils vont devoir apprendre à marcher dans un dévers, à descendre dans un pierrier, à repérer et varier ses pas en fonction du dénivelé du relief, on va dire, avoir des appuis différents selon la nature du terrain. Ils vont encore développer des connaissances écologiques, c'est-à-dire observer et mieux connaître la faune et la flore par le biais de cette randonnée. La marche est une bonne occasion de faire cela. Ils vont développer des attitudes, imaginons qu'ils marchent en groupe, ils vont devoir régler leur allure sur celui du plus faible, pour justement être dans une démarche d'entraide, et non pas de compétition, dans une activité qui n'est pas une activité de compétition, mais plutôt une activité, je dirais, d'épanouissement personnel. Et ensuite, ils vont aussi, en fonction des chemins qu'ils vont choisir et du déplacement qu'ils vont faire, à préserver la faune et la flore durant leur déplacement, c'est-à-dire acquérir des éco-gestes. Donc là, on est en plein dans ce qui est attendu d'un point de vue des différentes directives qui sont données sur le développement durable, permettre aux élèves d'acquérir des connaissances écologiques, des attitudes et des capacités. On est au cœur de l'éducation au développement durable.
Alors après avoir consacré une première partie à vous expliquer en quoi consiste l'éducation physique et sportive, après avoir consacré une autre partie sur le lien entre éducation physique, sportive et développement durable, je vais terminer par une troisième partie qui peut s'intituler par la question suivante. En quoi les connaissances données sur la contribution de l'EPS à l'éducation au développement durable peuvent alimenter votre réflexion de formateur dans le domaine de l'éducation au développement durable? Alors, ici, je vais vous amener à vous poser des questions. Donc, je vais essayer de vous faire réfléchir sur ce que peut apporter des actions liées à l'EPS dans vos actions de formation. Donc, autrement dit, pourquoi il pourrait être intéressant d'intégrer l'éducation physique et sportive dans vos actions de formation. Donc, comme je vous l'ai expliqué, l'éducation physique elle a une finalité qui est de celle de former un citoyen par le biais de la pratique physique et sportive. Mais également, pouvoir intégrer des actions telles que celle-ci dans vos formations permet aussi aux formés d'avoir des sensations, c'est-à-dire de penser avec leur corps, de vivre des expériences individuelles et collectives, c'est-à-dire d'apprendre à faire avec les autres, mais également de former en acte, et non pas juste en connaissance, mais former en acte l'éco-citoyen d'aujourd'hui et de demain. Et enfin, intégrer le PS, ça permet aussi de pouvoir mettre en place des activités à l'extérieur, en plein air. Tout ceci peut contribuer à former les futurs formateurs à l'éducation au développement durable. Parce que ce sont des expériences quand même authentiques qui devraient impacter leur vision de formateur. Alors ensuite, est-ce que ça pourrait être intéressant de pouvoir intégrer un enseignant de PS ou un formateur d'enseignants de PS dans vos actions de formation? Donc, j'en ai un petit peu parlé auparavant. Je pense que cela peut être intéressant parce que justement, par toutes les expériences corporelles qui sont vécues par des élèves ou des formés en EPS, ça peut apporter dans vos actions de formation une idée complémentaire de l'éducation au développement durable. L'enseignant d'EPS peut aussi avoir une vision holistique de l'élève et par voie de conséquence de l'éducation au développement durable et de cette formation. Et tout simplement, le fait à un moment donné de pouvoir intégrer un professionnel de l'éducation physique et sportive dans vos actions de formation peut vous permettre aussi d'avoir un apport en termes de toutes les engagements sensoriels, émotionnels, corporels, cognitifs qui peuvent être vécus dans un environnement naturel. Et donc je pense que ça peut être une vraie richesse à apporter dans vos actions de formation. Alors ensuite, il faut aussi vous interroger sur comment vous pensez la formation que vous allez délivrer. Et est-ce qu'il ne faut pas fonder cette formation non pas sous une épistémologie de la connaissance, mais sous une épistémologie de l'expérience, et notamment grâce à l'éducation physique et sportive. Donc je vais m'expliquer. Pour m'expliquer, je vais partir de l'exemple de la formation des enseignants en France. Alors on constate que les enseignants, à l'heure actuelle en France, ils sont souvent seuls responsables du choix des objets d'enseignement proposés à leurs élèves, et donc objets d'enseignement bien évidemment en lien avec le développement durable. C'est eux qui décident ce qu'ils vont faire. Donc les enseignants en fait ils sont confrontés au défi de concevoir des objets d'enseignement qui sont potentiellement accessibles aux élèves, tout en prenant en compte les injonctions institutionnelles qui sont faites à l'éducation au développement durable, et en même temps ils doivent mener une réflexion plus large relative à la maîtrise des savoirs scientifiques et aux approches épistémologiques du développement durable. Donc ça fait beaucoup de choses. Autre point, on se rend compte que l'éducation au développement durable, qui est par nature transversale et interdisciplinaire, se situe au sein d'un ensemble hétérogène dénommé éducation A. Donc autrement dit, c'est assez flou encore pour certains enseignants pour mettre en œuvre une éducation au développement durable de façon effective. Et on se rend compte que beaucoup de connaissances leur sont données en formation sur l'éducation au développement durable, mais qu'au final, ils vivent peu d'expérience. Donc, je pense que la question que vous devez vous poser en tant que formateur, c'est comment structurer et mettre en œuvre une formation de formateur à l'éducation de développement durable afin qu'elle permette à vos formés, donc aux personnes que vous formez, de construire des compétences pré-professionnelles pour concevoir et mettre en œuvre par la suite une formation. Donc cela veut dire que, à mon sens, vous allez devoir vous interroger, compte tenu des apports que j'ai pu vous donner, sur la façon de proposer une formation non pas fondée sur un apport de connaissances sur le développement durable, mais plutôt proposer une formation
considérée comme une invitation faite aux formés de vivre des expériences en lien avec le développement durable. Et c'est là que l'EPS peut rentrer en jeu. Donc en tant que formateur de formateur, vous devez aussi vous interroger sur la différence entre expérience à vivre et expérience à signifier en formation. Donc ces expériences, qui ne sont pas au final de même nature, ont une portée différente en termes de formation. Donc je vais m'expliquer. On pourrait imaginer qu'en formation, vous faites vivre à vos formés du VTT. C'est-à-dire vous les amenez rouler en VTT en forêt. Donc expérience très intéressante parce qu'ils peuvent être en pleine nature, ils vont avoir des ressentis, des émotions particulières. Pour autant, on peut se poser la question, comment cette expérience de conduire son VTT en forêt peut être une expérience professionnalisante pour ses futurs formateurs? Autrement dit, est-ce que cette expérience a une portée en termes de formation? Je pense qu'il faut aller plus loin dans cette interrogation et non pas faire vivre des expériences à vos formés, mais leur faire vivre et signifier des expériences de pratiquants éco-responsables en formation. Donc je m'explique. Au lieu de simplement rouler en VTT en forêt, il faut apprendre durant cette randonnée VTT, il faut apprendre à vous former à repérer sur une carte les chemins existants dans une forêt, planifier leur itinéraire dans un souci de préservation de la faune et de la flore, acquérir une bonne technique de conduite permettant une adaptation aux contraintes des chemins sélectionnés, leur apprendre également à respecter ces chemins durant la pratique du VTT afin de préserver la faune et la flore, ne pas laisser de déchets durant leur parcours et prendre plaisir à observer et contempler la nature. Dans cette expérience aussi, il faut qu'il y ait aussi un résultat à atteindre, un objectif, une finalité, c'est-à-dire que les formés, au final, comprennent aussi bien cognitivement que corporellement ce qu'implique une pratique du VTT co-responsable. Donc, si je devais résumer de manière plus simple, les formés pourraient vivre une expérience de pratiquant de VTT, tout simplement. Et moi, je vous encourage plutôt à leur faire vivre une pratique éco-responsable du VTT qu'il signifie, c'est-à-dire qu'ils comprennent aussi bien cognitivement que corporellement ce qu'il y a à faire pour justement pratiquer le VTT de façon éco-responsable. Et donc là, je pense que vous avez beaucoup de réflexions à réaliser pour pouvoir penser les expériences à signifier en formation à vos futurs formés. Alors, intégrer le PS dans vos actions de formation est aussi une occasion d'orienter la formation de ces formateurs à l'éducation et au développement durable vers l'écocentrisme. Alors, je vais m'expliquer sur ce terme. Il y a une opposition très marquée entre la nature et la culture dans l'Occident moderne. Il y a deux visions. Une vision anthropocentrique, donc c'est-à-dire où il y a un dualisme nature-culture qui suggère l'altérité qui pousse les humains à l'indifférence vis-à-vis des non-humains. Au niveau de l'écocentrisme, l'homme se considère comme faisant partie de l'écosystème, à égale considération des autres composantes. Le sport est plutôt dans une logique anthropocentrique, c'est-à-dire qu'il y a une recherche de record, de domination vis-à-vis de la nature et des autres concurrents. C'est au cœur même de l'essence, je veux dire, culturelle sportive. En EPS, on peut aussi retrouver des expériences qui permettent aux élèves de se focaliser sur les aspects sécuritaires et sur la maîtrise du milieu. Donc on peut encore être sur une sorte de domination de l'humain sur la nature. Donc là, ça perpétue une vision anthropocentrique. Donc l'idée, c'est pouvoir orienter les débats, comme c'est en train de se passer au niveau des travaux de recherche, sur la question du modèle culturel et du rapport à l'environnement que l'on souhaite développer, sans perdre de vue tout ce qui fait l'essence des pratiques physiques, c'est-à-dire les rencontres, les émotions, etc. D'où l'idée de vous proposer, comme j'ai pu le faire auparavant, le fait de pouvoir non pas juste signifier des expériences en tant que pratiquant de VTT qui exploite un milieu naturel pour son épanouissement en tant que sportif, mais plutôt signifier des expériences de pratiquants de VTT éco-responsables où on peut pratiquer le VTT tout en étant très vigilant et précautionneux par rapport à l'environnement dans lequel on évolue. Donc là, il y a aussi un changement d'orientation et vous, en tant que formateur, des réflexions à nourrir sur la façon d'orienter votre formation vers l'écocentrisme.
Donc je pense aussi que les formations que vous mettez en place doivent être aussi l'occasion pour les formés de faire évoluer leur conception du monde dans lequel on vit. Et donc le PS peut être un bon moyen pour faire évoluer cela. Donc je finis juste sur une citation de Bruno Latour, qui est un célèbre philosophe et anthropologue français, qui a justement travaillé sur la question de la durabilité et de la transition écologique, et qui explique qu'on est passé, en résumé, d'une sorte d'un monde d'objets où il y avait vraiment ce dualisme dont j'ai parlé auparavant entre l'homme et la nature, et on pouvait considérer les éléments naturels comme des objets qui n'avaient pas de puissance d'agir. Et donc on est passé selon lui à un monde des vivants, où on découvre en fait qu'on est dans un monde qui est fait de vivants, notamment par enfin, un monde par exemple avec les virus. Et donc justement la crise du Covid a été une occasion pour certains individus de découvrir cela. Et je pense que l'éducation physique et sportive peut justement permettre à vos formés de pouvoir euh, comprendre, expérimenter, évoluer sur la conception du monde dans lequel on vit et aller tout doucement vers justement ce monde des vivants. Nous arrivons à la fin de ce premier cours. Je vous en rappelle les étapes essentielles. Tout d'abord, je vous expliquais en quoi consistait l'éducation physique et sportive. Dans une deuxième partie, le lien entre l'éducation physique et sportive et l'éducation au développement durable. Et enfin, en quoi ces nouvelles connaissances peuvent nourrir vos réflexions de formateur. D'autres cours suivront où je reviendrai plus précisément sur les actions de formation que vous pouvez mettre en place pour justement former les futurs formateurs de l'éducation au développement durable. Je vous remercie pour votre attention et je vous donne rendez-vous pour de prochains cours.